Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec le professeur David Engels qui vient de publier ce livre, ce manifeste, je dirais, Que faire ? Vivre avec le déclin de l'Europe, paru aux éditions Blue Tiger Media. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire ce manifeste ? Ces livres remontent déjà finalement à quelques années et puis c'était plutôt un fruit de mon cheminement personnel suite aussi aux impressions liées à mon livre précédent, le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, qui m'avait tellement confronté aussi en tant qu'individu à ce diagnostic de déclin et de crise civilisationnelle que je devais aussi me positionner en tant qu'individu. Ce déclin civilisationnel n'est pas quelque chose que j'ai ressenti ou que je ressentirais comme quelque chose d'étranger à moi-même, mais quelque chose qui m'affectait, m'affecte toujours dans la vie de tous les jours, qui affecte ma vie de famille, mon épouse, mes enfants, et je devais définir moi-même comment faire pour vivre avec ça sans ni se lancer dans un genre de défaitisme qui accepte cette transition civilisationnelle, ni dans un genre de dépression. Et donc j'ai vraiment réfléchi pendant longtemps aux différents aspects de la vie de tous les jours qui sont affectés justement par ces différentes facettes d'un déclin civilisationnel en réfléchissant justement comment, en tant qu'individu, en tant qu'être privé, comment pouvons-nous nous positionner face à ce destin, vivre avec lui et évidemment surtout défendre les valeurs propres à notre civilisation pour les léguer à nos enfants, pour ne pas laisser sombrer cette culture européenne avec nous dans une disparition qui s'annonce déjà de plus en plus visiblement d'un point de vue historique. Alors, quelles sont ces valeurs ? Parce qu'on parle souvent de ces valeurs européennes. Pour vous, comme académique, qu'est-ce que vous diriez ? Quelles sont les valeurs aujourd'hui qu'on peut dire, elles sont des valeurs qui sont liées à notre continent, l'Europe ? Je dirais que ces valeurs comportent plusieurs aspects. D'un côté, il y a, ne le nions pas, il y a évidemment ce qu'on appelle les valeurs européennes, c'est-à-dire les droits universels qui ont été développés partiellement du moins dans la culture européenne, qui aujourd'hui sont presque devenus une possession globale et caractérisent désormais plus nécessairement l'Europe, mais par exemple aussi la Corée du Sud ou le Japon en tant que valeur. Donc ça, c'est une première couche à laquelle, évidemment, moi, tout comme chaque homme civilisé, je souscris. En dessous de ça, ou plutôt parallèle à ça, il y a aussi ce que j'appellerais nos valeurs historiques. C'est évidemment une certaine loyauté par rapport à notre passé, une volonté de ne pas se transformer en un être purement atomisé, individualisé, qui pense qu'entre lui et l'humanité, il n'y ait plus rien d'autre, mais qui veut s'ancrer dans une certaine perception de la famille traditionnelle, typiquement européenne, à l'image de la famille, par exemple, dans le monde musulman ou chinois, est bien différente de la nôtre, qui veut s'enraciner aussi dans un certain système de croyances, essentiellement le christianisme qui a été pendant des siècles et des siècles synonyme de l'identité européenne et qui, même si on refuse le christianisme, fait quand même toujours partie intégrale des mouvements rationalistes ou des mouvements du XVIIIe siècle et des Lumières. Donc là aussi, une attitude positive, constructive par rapport à cet héritage, cette essence chrétienne fait à mon avis partie intégrante aussi de ces valeurs. Et puis il y a, mais ça c'est évidemment très, très diffus et ça approche peut-être plutôt de l'aspect psychologique que purement historique, il y a cette âme, cet esprit européen inimitable qui pousse l'Européen en bien tout comme en mal à vouloir se dépasser, ce plus ultra, cet esprit faustien, comme on a parfois dit, qui veut que l'Européen, il veut toujours atteindre à ce qui n'est pas joignable, cette soif de transcendance et qui est, je crois, inimitable, qu'on ne trouve pas dans d'autres civilisations qui ont évidemment d'autres valeurs, d'autres essences spirituelles qui les caractérisent à eux. Et donc, moi, je parle d'une défense des valeurs européennes et du fait de souscrire à ces valeurs, de vouloir les léguer, je pense, à ces différentes facettes identitaires qui ne se résument justement pas seulement aux droits universels. Quand il y a eu le refus d'inscrire les valeurs chrétiennes dans la Constitution européenne, comment se fait-il que si peu d'académiques
ait réagi pour dire, mais attendez, regardez l'histoire. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu, voilà, c'était un mouvement politique, mais qu'il n'y a pas eu plus de réaction du monde académique pour dire, mais attendez, regardez un petit peu la réalité. Ouais, ouais. Bah, il faut dire que l'époque où le monde académique était encore véritablement une force révolutionnaire qui pouvait défendre les valeurs européennes ou pousser de l'avant notre évolution, elle a révolu depuis longtemps. Il se fait malheureusement que le système universitaire tel qu'il est aujourd'hui, qui dépend si largement du monde économique et qui dépend aussi si largement d'une véritable disproportion entre le cadre disponible et les places disponibles, a poussé le monde académique vers un certain opportunisme politiquement correct déjà depuis quelques décennies, c'est évident. Et puis il faut dire aussi que depuis l'évolution de mai 68, il y a eu, je dirais, une certaine mise ou une certaine, comment dire, assimilation du monde académique par des forces de gauche, des forces libérales, pas nécessairement acquis aux valeurs conservatrices, mais plutôt à ce qu'on appelle progressiste, même si je trouve que ce mot est très, très mal choisi. Et ça est certainement une raison pour laquelle il n'y a pas eu une résistance, même s'il faut dire que le monde académique, là, actuellement, de toute façon, il résiste à plus ou moins rien du tout. Bon, il y a eu aussi un mouvement qui a voulu défendre ces valeurs chrétiennes, mais je crois que même là, on est tombé dans le piège de croire que face à ce conflit entre une volonté d'inscrire les valeurs chrétiennes et le passé chrétien dans la Constitution et ceux d'inscrire plutôt les valeurs laïques de l'athéisme, des Lumières, etc., dans cette même Constitution, le fait de dire, bon, alors on laisse tomber les deux, finalement, et on ne parle même pas de ces valeurs historiques, n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu croire, un véritable compromis. C'est finalement une victoire du côté non chrétien, justement, qui est beaucoup plus ancré dans une certaine culture de l'empirique, du rationnel, du matériel, qui justement ne se veut pas, et ancré dans l'histoire, mais se projeter dans un futur utopiste à son image. Et donc le fait de volontairement laisser tomber l'ancrage historique de l'Union européenne et de ne pas le mentionner dans la Constitution a été très clairement une victoire justement de ces forces anti-conservatistes. Je crois que c'est un piège dans lequel aussi les forces chrétiennes sont tombées, de croire que ça a été un compromis alors que ça a été une défaite sur toute la ligne. Dans votre manifeste ici, donc je rappelle Que faire, vivre avec le déclin de l'Europe, vous abordez différentes thématiques et puis vous proposez chaque fois un peu des pistes, des chemins. Là, on n'est plus dans le monde académique comme tel. Absolument, absolument. C'est un ouvrage qui est vraiment purement personnel, mais qui, je crois, en même temps, pourrait intéresser beaucoup de personnes, parce que j'ai été souvent confronté lors des conférences aussi relatives à mon livre Le déclin, que les personnes, durant la conférence, après, m'abordaient en disant bah, « c'est bien beau tout ça », et on partage largement votre impression d'un certain déclin civilisationnel, mais que faire littéralement? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'individus confrontés à cette déchéance? Comment est-ce que nous pouvons la vivre au jour du jour? Comment est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut encore mettre des enfants au monde? Comment est-ce qu'il faut les éduquer face à cette évolution-là? Comment gérer le travail quotidien? Faut-il encore obéir finalement aux autorités? Faut-il obéir à un État qui se fait aussi l'apôtre de cette déconstruction? Et donc toutes ces questions-là m'ont touché évidemment très fortement aussi, d'autant plus que je suis père de famille, et donc rien que pour moi-même, j'ai essayé de systématiser, c'est peut-être le propre de l'académique de nouveau, ces différents problèmes, et de formuler certaines réponses à toute une série de questions, où justement le but était de dépasser le défaitisme qu'on voit très souvent chez les conservateurs, le fait de croire que tout est perdu, ou en tout cas de se calfeutrer dans un certain déclinisme et de dire, ben voilà, le cadre est en effet incite à beaucoup de pessimisme, mais nous devons bien vivre, nous devons bien défendre ce qui reste de cette culture, donc que faire dans toutes les différentes étapes de notre existence? Et donc j'ai compilé un peu ces différents points en essayant de donner quelques pistes aux individus, et ne serait-ce que pour leur montrer qu'ils ne sont
pas seuls et les seuls à se poser cette question-là, que d'autres sont avec eux et qu'il s'agit d'œuvrer, de lutter, de construire toute une nouvelle société, peut-être parallèle, qui ne sera plus jamais la société majoritaire en Europe, mais au moins pour défendre aussi longtemps que possible cette identité européenne. Et ces pistes-là, effectivement, qui sont aussi une invitation à ne pas tomber dans le défaitisme et dans le pessimisme. C'est vraiment pour dire, voilà, écoutez, la vie, au travers de ce que l'on traverse aujourd'hui, il y a des pistes possibles pour un bien vivre, voire même pour un mieux vivre. Peut-être. Bon, je reste forcément très pessimiste. Bon, évidemment, on ne va pas vers un déclin ou une catastrophe européenne à feu et à sang. Ce déclin que j'entrevois va être un déclin au long terme, à la fin duquel on aura peut-être une situation comme vers la fin de l'Empire romain, où on a donc une culture antique qui est encore défendue, ou en tout cas véhiculée par une certaine élite païenne. J'imagine qu'en Europe, dans quelques siècles, ça ira un peu dans ce sens-là, que même dans notre continent, il n'y aura plus que très peu d'Européens qui eux-mêmes voudront véritablement défendre cet héritage, mais que au moins c'est leur but, tout comme le nôtre, d'essayer de nous projeter aussi longtemps dans le futur et de préserver cet héritage qui sait, un jour, tout comme le paganisme a influencé très fortement le christianisme, pourra, qui sait, donner un nouveau relan un jour à ce qui caractérise notre civilisation. Je crois qu'il est vraiment essentiel d'être réaliste, et même dans le pessimisme, de savoir qu'il y a toujours une certaine marge de manœuvre, et que justement une perception réaliste et même pessimiste fait partie de notre devoir. Se voiler la face par un optimisme politiquement correct un peu illusoire semble beaucoup plus dangereux pour moi que de voir les choses telles qu'elles sont, de se préparer au pire et d'être peut-être agréablement surpris que l'inverse. Professeur David Engels, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer par notre studio. Je rappelle votre livre « Que faire? Vivre avec le déclin de l'Europe » paru aux émissions Blue Tiger Media. Merci à vous. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.